ciaccioti, mizzazenda, zilaresco trompeta. Baeta erec, i carazel, o l'ombrece libera. O l'ombrece libera. I ciaccioti, mizzazenda, zilaresco trompeta. Baeta ere, i carazel, o l'ombrece libera. O l'ombrece libera. Excusez-moi de vous déranger, c'est juste on essaie quelque chose. Ça ne comptait pas, ça. Vous direz quand ça va commencer. Là, ça commence. Merci pour les applaudissements. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais commencer par vous dire une banalité. Je suis content d'être là. Pour deux raisons. La première, c'est que je n'étais jamais venu à coudre. Et c'est agréable d'être dans cette belle salle. Et c'est surtout très agréable de voir des visages qu'on ne connaît pas et quelques-uns, coucou, qu'on connaît. Le chant que vous avez entendu, c'était un chant de marin. Donc je vais vous raconter une histoire de marin. Je préviens tout de suite les oreilles sensibles que c'est une histoire quelque peu fantastique. En ce temps-là, dans le port de Deva, vivaient deux mousses. Bill Lynch, 15 ans, Thomas, 18 ans. Et ils étaient employés tous les deux par le patron qui était l'oncle de Thomas et qui s'appelait d'ailleurs Thomas lui aussi. Et ce soir-là, les deux mousses, c'était la coutume, préparaient la baleinière. Regardaient si tout était prêt pour la pêche du lendemain, si tout était propre. Et fallait quand même que ce soit bien en place car on démarrait ce matin-là à 3 heures du matin. Question de marée. Mais pour une raison, peu importe laquelle, d'ailleurs, ils étaient en avance ce soir-là. Alors ils ont décidé de se coucher tous les deux dans la baleinière et de dormir. Et voilà que peu avant 3 heures, Bill Lynch réveille Thomas et lui dit « Tu as entendu? Tu as entendu ?» Thomas « Non, j'ai pas entendu, je dormais. » Les deux femmes. Quelles deux femmes? Et à ce moment-là, le patron Thomas et l'équipage arrivent. « Alors, ça y est, Moussaillon, on peut embarquer ?»« Non, non, dit Bill Lynch, non, patron, faut pas embarquer, faut pas. »« Comment ça, faut pas embarquer ? Il va y avoir une tempête. »« Une tempête? Non mais regarde, le temps est rarement aussi calme. Mais, écoute, tu montes et plus vite que ça. »« Non, non, moi je ne monte pas. Je te rappelle, Bill Lynch, que nous sommes sous contrat et ne m'oblige pas à te mettre mon pied aux fesses. » Mais en fait, le patron Thomas, c'était un brave homme. Il voyait bien que Bill Lynch était tout blanc et tremblait. Bon, écoute, Bill Lynch, on embarque et quand on sera en pleine mer, tu nous raconteras ton histoire. Allez, hardi Nautilus. Et les 15 paires d'avirons s'abattent dans l'eau. On quitte le port. Allez, Bill Lynch, on t'écoute. T'es toujours aussi blanc, aussi tremblant. Eh bien, il y avait deux femmes qui parlaient près du bateau. Tu les as reconnues? Non, je ne les ai pas reconnues. Mais il y avait une jeune et puis une vieille. Et
vieille, c'était une lamina. Une lamina. Ah oui, je traduis. Une sorcière. C'est ça, une lamina. Et elle a dit qu'elle allait soulever une tempête. Ah ben dis donc. Et qu'il y aurait même 3 vagues. Des vagues géantes. Que la première vague, ce serait une vague de lait. Et la deuxième, une vague de larmes. Et la troisième, une vague de sang. Un marin a dit dommage qu'il n'y ait pas une vague de vin. Ça a fait rire les autres. Et elle a même dit que si on réchappait aux 2 premières, on ne pourrait pas réchapper à la troisième, sauf à lancer un harpon au milieu. Mais écoute, mais tu as rêvé. Qui est-ce qui nous vaudrait ce mal? Eh ben justement, la plus jeune, elle a dit à la plus vieille, mais pourquoi tu fais ça? Puisqu'il n'y en a qu'un que tu n'aimes pas. Et elle a répondu, la plus vieille, oh, tout ça, c'est la même engeance, c'est des bons à rien. Ça aussi, ça a fait rire l'équipage. Bon, Bilinch, je te le répète, tu as rêvé, tu as fait un cauchemar. Allez, on va lancer les filets. À peine, il venait de donner cet ordre que le vent s'est mis à souffler. Progressivement, le vent, de plus en plus fort, de plus en plus fort, les vagues ont commencé à monter. Les marins se regardaient étonnés. Ça montait, ça montait, ça montait. Et tout à coup, du fond de l'horizon, eh oui, la vague, qui était blanche comme le lait. Il ne faut pas qu'elle nous prenne par le travers. Souquez, marins, souquez, en avant. Et la baleinière, toute la force des rameurs, a affronté par la proue la vague. Elle a été soulevée, cette baleinière. À un moment, elle est restée comme en suspension en haut et elle est retombée par l'avant du bon côté. Ah oui, mais la vague couleur de larmes arrivait. En fait, c'était pas vraiment une vague. C'était comme une sorte de rideau d'eau. Et souquez! Et les marins, toujours essayer de la prendre bien par l'avant. Et à nouveau, elle a été soulevée, la baleinière. Elle a même traversé le sommet. Les marins ont été copieusement aspergés et de l'eau a embarqué. Et la baleinière est retombée lourdement. Mais voilà qu'est arrivé la vague rouge sang. Alors là, le patron Thomas, il a eu peur. Souquez! Il avait les veines du cou qui allaient presque s'éclater. Mais à ce moment-là, Thomas s'est souvenu de ce qu'avait raconté Bilinch. Il s'est précipité, il a saisi le harpon, il a couru à la proue, et il a lancé de toute la force de ses 18 ans le harpon dans la vague, et c'était... C'est littéralement explosé, s'est étalé, et peu à peu, le calme est revenu. Les marins se sont regardés hébétés, stupéfaits. Paul a pris la parole. Et ils ont commencé à écoper l'eau. Et puis ils ont lancé les filets. Et ce jour-là, la pêche a été, pour ainsi dire, une pêche miraculeuse. En tout cas, bien plus fructueuse que depuis bien longtemps. Et quand ils sont revenus au port, 2 nouvelles les attendaient. D'abord, la première, on les a félicités. Parce que tous les autres bateaux étaient rentrés avant eux. Mais aucun n'avait fait une pêche aussi merveilleuse. Et la deuxième nouvelle, c'est que la voisine du patron Thomas était en train de mourir d'une façon étrange. Entre le patron Thomas et sa voisine, disons que c'était pas le grand accord, même plutôt le contraire. Seulement, en Pays Basque, on n'est pas des sauvages. Quand une voisine meurt, la moindre des politesses, la moindre des respects, c'est de se rendre à son chevet. Alors les 2 Thomas se sont rendus chez la voisine, sont entrés dans la chambre. Il y avait là le médecin qui avait l'air très embarrassé, les voisins, les voisines, la tête baissée, qui murmuraient des prières. Et la voisine, qui avait le visage tordu de douleur, les 2 mains sur la poitrine. Et quand elle a vu le patron Thomas, elle l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Maudit, maudit, sois
passé. Le jeune Thomas est sorti, il est allé retrouver Bill Lynch, qui l'attendait sur la jetée, et il a été rattrapé par la nièce de la femme qui venait de mourir, Marie. La jolie Marie. Mais là, la jolie Marie, elle avait le visage tordu par la haine. C'est toi, assassin, c'est toi, assassin, qui a tué ma tante. Elle a fait demi-tour. On l'a d'ailleurs jamais revue. Le jeune Thomas a rejoint Bill Lynch sur la jetée, lui a raconté ce qui s'était passé. Elle lui dit, Bill Lynch, tu es sûr que tu n'avais pas reconnu les deux femmes près de la barque? Si. J'avais bien reconnu Marie et sa tante. Mais alors pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je savais que tu étais amoureux de Marie. Je n'oserais pas dire je vous aime derrière un conte comme ça, mais c'est quand même pas un hasard si j'emploie le mot amour, parce que justement, dans le chant qui va suivre, il est question d'amour, si j'ai bonne mémoire.
Un chant d'amitié. L'amour, l'amitié, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même des ressemblances. Et puis alors il y a une ressemblance, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ce qui est dur, c'est la trahison. C'était en Pays Basque, en ce temps-là, deux hommes, Etxegoyen et Goyeneche. Deux soldats qui revenaient de la guerre. Oh, ils n'en rapportaient rien. La vie sauve. Après tout, quand on revient de la guerre, c'est déjà pas mal. Cela dit, Etxegoyen, lui, en était revenu aveugle. Alors Goyeneche le guidait et demandait la charité. Etxegoyen était content. Il pensait qu'il avait là un véritable ami. Oui, il le pensait. Mais ce n'était pas tout à fait ça. En fait, Goyeneche ne disait pas la vérité. D'une part, il mettait, j'oserais dire, dans sa poche une partie de ce que lui rapportait la mendicité. Et d'autre part, pour la nourriture, prétextant qu'ils avaient eu peu d'argent, il n'en donnait qu'un petit peu à Etxegoyen et il gardait la meilleure part pour lui. Un certain soir, ils traversaient une forêt tous les deux, ils allaient de village en village. Et là, Goyeneche avait décidé, son magot lui paraissait suffisamment important, avait décidé d'abandonner, guillemets, son camarade. Ils sont arrêtés près d'un arbre et là, Goyeneche a dit « Oh, il y a un fourré là tout à fait confortable, il y a un arbre. Écoute, je te propose de s'arrêter là parce que je suis quand même fatigué. Voilà, installe-toi. » Etxegoyen s'est installé. Goyeneche a détalé. Etxegoyen, il était là, désolé, qu'est-ce que je dis, désespéré.
d'être abandonné comme ça par celui qu'il pensait être son ami. Et puis, seul dans la forêt, il avait peur. Il a tâté autour de lui, il a senti l'arbre, il y avait des branches basses, il a grimpé comme il a pu, il s'est installé entre deux branches, là aussi comme il a pu. Il a réussi un peu à dormir, et voilà que dans le mi-temps de la nuit, il a été réveillé par des voix. C'était, j'ai oublié de vous dire, là encore une histoire fantastique, c'était trois animaux sorciers. Il y avait un singe, un ours et un loup. Et le singe a dit, mes chers compagnons, c'est le jeudi de pleine lune où nous nous disons nos petits secrets. Alors voilà le mien. La sève qui coule juste sous l'écorce de cet arbre, elle guérit les aveugles. Mais comme il n'y a que moi et vous deux maintenant qui le savez, c'est pas près de se connaître ce secret-là. Tu as raison. Tiens, moi dit l'ours, le mien de secret. Il ne tombe pas une goutte d'eau sur le canton depuis on ne sait pas combien de semaines. Toutes les plantes se dessèchent. Alors qu'en réalité, c'est le noyer qui pousse au milieu du cimetière du chef-lieu de canton qui est tellement haut qu'il empêche la pluie. Faudrait l'abattre. Seulement, à part nous deux et moi, personne ne le fait. Ah oui, 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 oui. Dit le loup, c'est très agréable ces secrets que nous partageons. Et vous savez pas, mais la fille du roi d'Italie, elle est malade, elle va mourir d'ailleurs, elle va mourir. Une fièvre que personne ne peut guérir, en fait. C'est tout bête. Sous son lit, sous le parquet, il y a un crapaud pestilentiel, c'est lui qui lui donne cette fièvre, mais personne n'est prêt à la découvrir. Ah, ah, ah. Allez, camarades, rendez-vous au prochain jeudi de pleine lune pour d'autres secrets. Et ils disparaissent. Seulement ce qu'il avait dit n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon. Merci. Etchegoyen descend, soulève l'écorce, sent le liquide. Il attend quelques minutes. Eh oui, le brouillard se dissipe. Eh oui, le singe avait dit vrai, il voyait. Tout content, il a quitté la forêt et il s'est rendu au chef-lieu de canton. Il a été frappé à la mairie, il a été trouver le maire, il lui a dit « Je sais qu'il n'a pas plu sur le canton depuis des semaines, que tout se dessèche, mais je sais aussi pourquoi. Et je sais aussi ce qu'il faut faire. Oh, bon, bah, on vous écoute. Ah non, on n'a jamais rien sans rien, figurez-vous. Hein. Alors, je veux bien vous dire ce qu'il faut faire, mais il faut me donner une carriole avec 2 chevaux. J'ai bien dit avec 2 chevaux, j'ai pas dit avec 2 chevaux. De l'argent pour m'acheter un beau costume, et puis de quoi voyager pour aller jusqu'en Italie. Non, vous êtes exigeant, hein. Ah bah c'est vous qui voyez, là, monsieur le maire, c'est vous qui voyez, hein. Bon, d'accord, mais si ça ne marche pas, on ne vous donne rien. Top là, marché conclu. Il avait confiance dans l'ours, puisqu'il avait vu que le singe avait raison. Eh bien voilà, c'est le noyer qui pousse au milieu du cimetière, faut l'abattre. Ah bon. Alors il a appelé, on n'appelait pas encore ça des agents communaux à l'époque, mais enfin c'était l'équivalent, on appelait ça des hommes de peine. Ils ont abattu l'arbre, et dans la demi-heure qui a suivi, la pluie s'est mise à tomber. On lui a fourni la carriole et les 2 chevaux et l'argent. Alors il a commencé par s'acheter un beau costume, noir et blanc. Ça faisait très sérieux. Hein. Et puis il est parti avec la carriole et les 2 chevaux. Il est arrivé en Italie, il s'est présenté au Palais Royal et il a dit, voilà, je suis un médecin basque. J'ai entendu parler de la grave maladie de la princesse. Je peux la guérir, mais vous savez, je suis un médecin très cher.
proposé. Oh, le roi a dit, écoutez, pour guérir ma fille, je vous la donne en mariage et j'assure votre fortune. Marché conclu. Il est entré dans la chambre de la jeune fille. Veuillez pousser le lit, s'il vous plaît. Les serviteurs ont poussé le lit. Que l'on nous laisse seuls. On l'a laissé seul. Il a sorti son couteau, parce que dans ce temps-là, les hommes avaient tous un couteau dans la poche. Il a soulevé une lame de parquet. Il a soulevé 2 lames de parquet. Il a soulevé 3 lames de parquet. Le crapaud. Il l'a piqué. Il l'a emporté à la cheminée où brillait un bon feu. Hop, l'a lancé dedans. Refermé le couteau. Remis les lames de parquet. Vous pouvez entrer. Les serviteurs sont arrivés. Remettez le lit. Repoussez le lit. Moins d'1 heure après, la princesse allait déjà beaucoup mieux. Et le roi a tenu sa promesse. Ils se sont mariés et sa fortune était assurée. En général, quand on se marie avec la fille d'un roi, la fortune va de pair. Alors il lui a dit, eh bien, je te propose pour notre voyage de noces de faire le tour de France. Et je vais t'emmener voir le Pays Basque, mon pays d'origine. Et les voilà partis, tous les deux. Et à un moment, ils arrivent dans un village et il y avait un encombrement. Oui, déjà à l'époque, ça arrivait. Un encombrement. Le carrosse, parce que là, il n'était plus en carriole, vous en doutez. Le carrosse ralentit. Et voilà qu'un mendiant s'approche. Et Tchégoyen reconnaît Goyeneche. Et Goyeneche reconnaît Tchégoyen. Eh ben, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben oui, j'ai dépensé tout ce que j'avais mis de côté, et puis voilà. Mais toi, tu n'es plus aveugle, et puis il semblerait que tu as réussi. Ah oui, ça j'ai tout à fait réussi. Alors écoute, je vais te dire quelque chose. Tu te souviens du fourré et puis de l'arbre où tu m'avais abandonné? Oui, très bien. Eh bien, monte dans l'arbre. Un jeudi, de pleine lune, écoute bien ce qui va se passer. Et comme moi, fais-en ton profit. Et le carrosse est reparti. Et bien sûr, Goyeneche s'est rendu au pied de l'arbre, un jeudi de pleine lune, il est monté dans l'arbre, et, qui vous savez, c'est-à-dire, eh oui, le singe, l'ours et le loup, sont arrivés. Et le singe a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai remarqué que l'écorce de l'arbre avait été en partie décollée. Ça veut dire que quelqu'un a voulu sauver un aveugle, ou peut-être était-ce un aveugle. En tout cas, quelqu'un a écouté, à moins que ce soit un de vous deux. Ah non, non, certainement pas. Parce que pour moi, dit l'ours, c'est exactement la même chose. Figurez-vous qu'ils ont fini par abattre le grand noyer au cimetière du chef-lieu de canton. C'est donc... Alors, est-ce que c'est un de vous deux qui a dit le secret? Ah non, 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 non. Mais c'est comme pour moi, dit l'ours. C'est comme pour moi. Figurez-vous, j'ai appris. La fille du roi d'Italie, elle a guéri. Donc c'est que quelqu'un a surpris notre secret, que quelqu'un a surpris nos secrets, et peut-être même quelqu'un qui nous espionne. Eh bien, fouillons, camarades. Ils ont cherché dans les buissons, ils ont cherché autour de l'arbre, et tout à coup, le singe a levé la tête. Ah, regardez, il y a quelqu'un là-haut. Descends! Vous doutez bien que Goyeneche n'avait pas du tout envie de descendre. Et le singe est monté, l'a attrapé, l'a descendu, et là... Je ne préfère pas raconter ce qui s'est passé, c'est vraiment trop horrible. Je peux juste vous dire que Goyeneche, personne ne l'a jamais revu.